La communauté internationale n'a pas tardé à réagir au retour au pouvoir des talibans. Si certains regrettent leur victoire, d'autres affichent une position plus ambivalente. C'est notamment le cas de la Russie, de la Turquie et de l'Iran, 3 pays que vous analysez dans votre dernier livre, L'antidémocratie au XXIe siècle, chez CNRS Éditions. Hamid Bozarslan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien et sociologue du politique. Vous analysez 3 pays aujourd'hui directement aux prises avec la chute de l'Afghanistan, Iran, Russie, Turquie. Est-ce qu'ils vont se montrer conciliants vis-à-vis des nouveaux hommes forts de l'Afghanistan? Je pense qu'ils ont déjà envoyé des signaux dans ce sens-là. N'oublions pas que Poutine a salué le retour à la stabilité, même si effectivement la Russie est très très inquiète par la victoire des talibans. Mais les premiers signaux positifs sont renvoyés. L'Iran négocie avec les talibans désormais depuis quelques mois. Et Erdogan, qui a été dans sa jeunesse un admirateur des talibans, notamment de Hekmatyar, envoie également des signaux. Les trois essayent de se positionner comme superpuissance dans l'Asie centrale et partant aussi en Afghanistan. Parce qu'on comprend bien qu'aujourd'hui, tout l'enjeu est autour de cette région qui est déstabilisée. On va prendre les pays les uns après les autres. On commence par le plus proche voisin, l'Iran, qui a maintenu son ambassade à Kaboul. Le nouveau président, Ebrahim Raisi, s'est réjoui de la débâcle des Américains en Afghanistan. Bon, ça c'est la ligne un peu évidente. On connaît les relations tendues avec les États-Unis. Est-ce que ça veut dire pour autant que l'Iran est heureux de voir revenir les talibans à côté? Je pense qu'il y a une sorte d'animosité vraiment qui est devenue pratiquement ontologique parce que la révolution iranienne se définit par son anti-occidentalisme, anti-occident et anti-occidentalisme. De ce point de vue-là, je crois qu'effectivement, ce que l'Iran lit comme la débâcle américaine ne peut que réjouir à la fois Raisi, mais aussi le guide de la révolution qui est Khamenei. De l'autre côté, on sait quand même que l'Iran n'a pas entretenu par le passé des rapports pacifiques avec les talibans. Les talibans, lorsqu'ils ont pris la ville chiite de Mazar-e-Sharif en 1996, ont massacré quelques 5000 chiites, ont brûlé des bibliothèques. Parce que, pardonnez-moi, je vous coupe, parce qu'il faut quand même rappeler que les talibans sont des sunnites extrémistes. La population iranienne est majoritairement chiite. Est-ce que ça va être un problème pour la sécurité de l'Iran? Ça a toujours été un problème. Ça a toujours été un problème. Ça va l'être encore? Ça va l'être encore, d'autant plus qu'il y a aussi la dimension pakistanaise. C'est pas uniquement la dimension afghane. On sait qu'effectivement, à la frontière pakistanaise, il y a également un courant islamiste radical sunnite qui a émergé. L'islamisme tel que l'entendent incarne les talibans est un islamisme profondément anti-chiite. Et cet antichiisme confessionnalise effectivement le Pakistan, l'Afghanistan et le Pakistan. Il y a une confessionnalisation très forte, mais tout comme l'Iran des Ayatollah est dans une logique de confessionnalisation extrêmement radicalisée. Et de ce point de vue-là, on peut effectivement en penser que les rapports entre les deux ne seront pas pacifiques, même si l'Iran va essayer de s'implanter dans l'Afghanistan. Parce que depuis 2 ans, l'Iran discute avec les talibans. Il parle de quoi? Il parle d'une sorte de stabilisation de la région, mais on sait qu'effectivement derrière cette façade, il y a aussi l'organisation des milices chiites afghanes par l'Iran. Une bonne partie de la guerre milicienne en Syrie a été menée par les Hazara, donc par les miliciens chiites afghans qui ont été organisés par l'Iran directement. Donc je pense qu'effectivement d'un côté il s'agit de stabiliser la frontière parce que cette frontière est extrêmement vitale pour l'Iran, et de l'autre côté essayer de négocier une sorte de présence auprès de la communauté chiite. Jusqu'où cela peut aller, c'est extrêmement difficile de savoir. On passe à la Turquie. La Turquie qui essaie depuis une vingtaine d'années de reconstituer son influence en Asie centrale. La Turquie adopte elle aussi une position ambiguë. Ankara laisse planer le doute. Nous accueillons de manière positive les messages envoyés jusqu'à présent par les talibans, que ce soit aux étrangers ou aux représentations diplomatiques, mais aussi à leur propre peuple. Nous espérons que cela se reflètera dans leurs actes. Le mois dernier, le président turc s'en prenait directement aux talibans. Recep Tayyip Erdogan qualifiait leur offensive d'occupation du territoire afghan. Que s'est-il passé en un mois ? Je pense que rien ne s'est passé. Parce qu'y compris il y a un mois, Erdogan saluait en même temps les talibans, leur résistance. Donc il y a eu toujours ce double discours, mais essayait d'imaginer un Afghanistan où Kaboul serait encore préservé, serait une sorte de ville neutre et les talibans contrôleraient le reste de territoire. Les choses sont allées beaucoup plus vite que Erdogan n'aurait pu imaginer. Et donc de ce point de vue-là, il y a eu une sorte de réajustement de
discours, mais dans les faits, rien n'a changé. Avant la chute, avant l'arrivée là, ce week-end des talibans, leur retour en Afghanistan, la Turquie a déployé plusieurs centaines de militaires sur place, a proposé aux États-Unis de prendre en charge la sécurité de l'aéroport de Kaboul après leur retrait. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, je crois que pour la Turquie, c'était une façon de renégocier avec les Américains. Le rapport avec les Américains, depuis 4 ou 5 ans, on était extrêmement tendu. Biden ne porte pas le régime d'Erdogan dans son cœur. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, la Turquie voulait faire un geste par rapport à la Maison-Blanche. Et en même temps, une fois de plus, je crois qu'aujourd'hui, ce scénario n'est plus du tout d'actualité. En revanche, on lit très souvent désormais en Turquie que entre les talibans et le régime d'Erdogan, finalement, il n'y aurait que quelques nuances. La compréhension entre le régime d'Erdogan et les talibans. Les différences ne seraient d'ordre de quelques nuances, qu'une entente serait possible, que la Turquie pourrait devenir à la fois l'État patron de l'Afghanistan, aider l'Afghanistan à se reconstruire, économiquement être présente. Donc de ce point de vue-là, on a l'impression vraiment qu'il y a un rapprochement. Erdogan va profiter de cette situation pour effectivement essayer de nouer une sorte d'alliance avec les talibans qui ne sera pas nécessairement contre l'Occident, mais en même temps qui scellerait l'alliance idéologique qui, une fois de plus, existe entre les talibans et Erdogan depuis les années 90. La Turquie va jouer un rôle au niveau du flux migratoire. Les Afghans qui partent arrivent souvent en Turquie quand ils essaient de gagner l'Europe. On a vu que la Turquie construit un mur. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que aussi la Turquie peut négocier ça avec l'Union européenne, comme Ankara l'a déjà fait pour les Syriens, pour la guerre en Syrie? La Turquie a toujours joué de toute façon cette carte. Donc voilà, la carte de chantage auprès de l'Union européenne. N'oublions pas que juste avant la crise de Corona, la Turquie avait tassé à la frontière grecque des dizaines et des dizaines de milliers de réfugiés menaçant directement l'Europe, d'inonder l'Europe par les immigrés. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'effectivement la Turquie n'hésitera pas à jouer cette carte si le régime d'Erdogan se trouvait de nouveau fragilisé. Pour le reste, l'une des questions qui se posent, c'est que faire de ces 200 000 hommes, jeunes gens qui sont déjà sur le territoire turc. Ces gens-là ne sont pas accompagnés de famille. Certains d'entre eux viendraient de l'armée afghane directement. Et on sait que la Turquie, depuis maintenant 5 ans, paramilitarise son système. Et dans cette paramilitarisation, il y a aussi la formation des milices d'origine étrangère, notamment les milices syriennes. Ces milices syriennes ont été très très actifs en Libye, mais aussi contre l'Arménie dans la guerre de Karabakh l'année passée. Et on peut parfaitement penser qu'Erdogan utilisera de cette manque qui existe désormais pour renforcer ces milices paramilitaires. Un mot maintenant de la Russie. C'est l'autre pays à avoir essuyé une grande défaite en Afghanistan. La Russie fait également partie des pays qui n'ont pas fermé la porte à une reconnaissance du régime taliban. Les talibans ont confirmé que personne ne touchera à un cheveu des diplomates russes. Ils nous ont garanti la sécurité pour notre ambassade. Il y avait une grave menace terroriste sous Ashraf Ghani. Chaque jour, il y avait 5-6 explosions dans la ville. Naturellement, nous sommes inquiets pour les Afghans qui ont été abandonnés par des politiciens fantoches en déroute. La reconnaissance ou non va dépendre des agissements du nouveau régime. Où est la limite de tolérance de Moscou par rapport aux talibans? Déjà, la joie de Moscou. La joie de Moscou, parce qu'effectivement, n'oublions pas que la djihadisation de la résistance afghane a eu lieu dans les années 80 avec l'appui des Américains et l'intervention directe de l'Arabie saoudite et de Pakistan. Aujourd'hui, effectivement, la Russie peut dire, voilà, effectivement, les talibans, finalement, sont la conséquence de votre politique, de vos politiques des années 1980. Mais Moscou les considère comme une organisation terroriste. Et bien sûr, Moscou les considère comme une organisation terroriste. Les rapports ne sont absolument pas bons. Moscou est absolument terrifié par l'impact que les talibans peuvent exercer sur deux pays frontaliers, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Qui sont deux satellites, deux anciens satellites soviétiques. Satellites soviétiques. Moscou ne veut absolument pas d'avoir une nouvelle vague de djihadisme sur ses frontières non plus, ni à ses frontières, ni dans son territoire. Et de l'autre côté, effectivement, voilà, c'est un peu la réponse de la bergère au berger. Donc la défaite, sans être la principale cause, la guerre d'Afghanistan a été l'un des facteurs de la chute de l'Union soviétique. Et
Poutine a toujours considéré la chute de l'Union soviétique comme la plus grosse catastrophe géostratégique du XXe siècle. Et aujourd'hui, effectivement, de voir que les Américains, eux aussi, à leur tour, ont perdu la guerre, en tout cas, l'interprétation que Moscou donne de cet épisode, c'est ça, ne peut que le réjouir. Tout en... Voilà, je crois que dans les trois cas... Parce que ça nous emmène en fait à une conclusion assez naturelle, et c'est vraiment votre livre est là-dessus. Là, quand on parle de ces trois pays, la Russie aussi, ce sont des régimes militairement plutôt faibles, mais que ce soit la Turquie, la Russie, l'Iran, il y a toujours cette promesse via un homme fort de renouer en fait avec la grandeur rêvée du passé. Leurs dirigeants sont porteurs de ce nouveau récit, qui est un récit qui se construit contre l'Occident. Contre l'Occident, le temps immédiat, le temps connu est considéré comme le temps d'humiliation, le temps de corruption, le temps d'occidentalisation, le temps d'altération en quelque sorte ontologique imposé par l'Occident. Et le temps d'avenir est considéré comme le temps de revanche. Donc de ce point de vue-là, il y a effectivement une volonté de revanche à la fois en interne, sortir de cet épisode d'occidentalisation, et revanche en sens pratiquement militaire. Mais là, ce qui se passe en Afghanistan est une aubaine pour eux. Alors, si bien sûr, je pense qu'effectivement, une fois de plus, je pense que les trois pays sont en même temps fragilisés par ce qui se passe. Les événements, personne ne va pouvoir maîtriser l'évolution de l'Afghanistan demain. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle guerre civile? Est-ce que l'État islamique va pouvoir s'implanter durablement? Est-ce que la coalition constituée par les talibans va tenir? Tout ceci, on ne sait pas du tout. On est vraiment en face d'une grande énigme. Et de l'autre côté, le moment est très très bon pour les trois dictatures, voilà, qui peuvent saluer effectivement dans cet événement. N'oublions pas qu'Erdogan a salué, il y a une dizaine de jours encore, la victoire des Afghans contre l'impérialisme. Et ce sera le mot de la fin. Je pense que vous allez voir beaucoup de questions qu'on va se poser dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. L'antidémocratie au XXIe siècle, Iran, Russie, Turquie. Borzazlan Amit, merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes.